Bonjour et bienvenue sur le podcast historique de Radio Courtoisie. Dans le livre du jour du 17 août 1898, Langue française, joyau de notre patrimoine, émission de Jacques Lacan assisté de Brigitte Level, ce dernier va passer en revue les erreurs trop souvent faites dans la langue française. Anglicisme, abus de langage. Nous vous laissons découvrir ceci dans ce podcast. Bonjour chers auditeurs, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent ce lundi et bonjour à l'avance à ceux qui écouteront les rediffusions qu'on vient de vous annoncer. Eh bien, cher Jacques Lacan, quel est votre sujet aujourd'hui ? Oh, vous savez, j'en ai plusieurs, comme d'habitude. Je me laisse un peu aller au gré des questions qui me sont posées. Vous savez que cette émission est une œuvre commune entre nos auditeurs et nous. Par exemple, un auditeur me demande mon avis sur un document important qui concerne l'histoire de l'usage du français comme langue officielle du royaume. Cet auditeur a lu dans la revue Lire un bref entretien avec M. Claude Agege à propos de son ouvrage « Le français, histoire d'un combat » qui a servi de base il y a 2 ans à une émission télévisée offerte par la 5e chaîne. Ah oui, Claude Agege a parlé de ce sujet l'autre jour au colloque Allo, oui, dont j'ai parlé moi-même aux auditeurs, et il a fait toute une revue de l'histoire politique de la langue française depuis les serments de Strasbourg, en passant par Villers-Cotterêts, en passant par la Convention, etc., etc. La question précise a trait à la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, justement, par laquelle François Ier a décidé que désormais, dans les actes officiels, le français serait la seule langue utilisée. Je me suis reporté au texte de cet entretien dans la revue Lire, que je reçois également. Je dois reconnaître que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Claude Agege sur la teneur exacte et la portée de l'ordonnance, qui représente en effet un moment capital de l'histoire de la langue française. Car il dit, je cite, « François Ier, du moins on lui fait dire, François Ier a donc ordonné que les documents juridiques soient écrits en français ou dans une autre langue régionale. » Fin de citation. Or, la prescription royale est restée dans toutes nos mémoires, sous sa forme impérieuse. Ces documents devaient être désormais rédigés, je cite le texte, en notre bon langage français et non autrement. Oui. C'est clair. Si les autres langues régionales avaient été autorisées, on n'aurait pas vu ce qui s'est produit comme suite immédiate de la publication de l'ordonnance. Par 2 fois, les États provinciaux de Languedoc ont envoyé une nombreuse délégation au roi en son château de Blois pour obtenir que leur langue ne soit pas écartée. Ils ont harangué le roi sans succès. L'emploi obligatoire de la langue française était naturellement un acte politique, Agege a tout à fait raison, un acte politique pour faire progresser l'unification du royaume, et le sud de la France était particulièrement visé. Oui, l'Occitan particulièrement. L'Occitan. Il ne s'agissait pas seulement, comme le note M. Agege, des actes notariés qui régissaient la vie quotidienne, mariage, décès, succession, pour débouter le latin que beaucoup de contractants ne comprenaient plus. Il s'agissait aussi des actes des procès qui utilisaient les langues régionales. La thèse de Claude Agege, qui affirme que les grands événements qui ponctuent l'histoire de France ne sont pas obligatoirement le résultat d'un affrontement armé, heureusement, mais ils relèvent toujours d'un combat diplomatique ou politique, me paraît aussi un peu trop systématique. Je compte par exemple parmi ces grands événements la publication du mémoire d'Antoine de Rivarol, adressé à l'Académie de Berlin, en réponse à l'Académie de Berlin, sur l'universalité de la langue française en Europe. Mémoire de 1784, publié en 1784. Et là, il ne s'agit pas d'un conflit, mais bien au contraire d'un accord parfait d'unanimité européenne. D'autre part, ce linguiste et polyglotte notoire qu'est Agege
me semble minimiser à l'excès le danger que représente pour la qualité de notre langue la mode du franglais. Les puristes français, dit-il dans cet entretien, confondent la fréquence d'usage d'un mot et la fréquence lexicale proprement dite. Les mots franglais sont employés de façon récurrente, mais ils sont peu nombreux. Ils représentent moins de 10% de notre vocabulaire. Fin de citation. Cette prétendue confusion n'est pas le fait de ceux qui, à la suite des tiambles, ont réfléchi à la question. La récurrence, la fréquence d'usage des mots, c'est au moins aussi important que leur figuration au lexique. Et le chiffre de 10% n'est pas fait pour rassurer. La langue française s'est toujours défendue au cours de son histoire contre les emprunts quand ils devenaient trop importants et trop encombrants dans l'usage quotidien. C'est ainsi que le grand érudit Henri Estienne II a lutté par ses écrits contre la mode de l'italien dans la France du XVIe siècle. Je suis par contre bien d'accord avec Agege quand il dit que la loi récente sur l'emploi de la langue française, je cite, quand il dit de cette loi, dit en général loi tout bon, je cite, elle défend le français particulièrement contre certains de nos contemporains qui l'abandonnent en s'imaginant de façon illusoire que l'emploi d'un autre idiome servira leur insertion dans le marché international, c'est-à-dire au fond pour des raisons économiques. Cet abandon a des raisons économiques ou financières. Une auditrice m'a adressé au début de juin une lettre qui reprend avec beaucoup d'esprit et d'à-propos plusieurs des questions que nous avons effleurées au cours de cette émission. Je voudrais en faire profiter l'ensemble de notre auditoire en y puisant quelques citations. Voici par exemple: pour un observateur impartial, la bataille qui fit rage autour de la ministre constituait un spectacle assez étonnant. D'abord parce que les ennemis de la ministre trouvaient normal apparemment de dire une concierge, une secrétaire, une journaliste et d'autres mots androgynes. Ensuite, parce que nos voisins européens féminisent les noms lorsqu'il le faut sans aucun problème. En Italie, une femme peut être une autrice, una scrittrice. En Allemagne, eine Autorin, eine Schriftstellerin. En France, elle devra se viriliser, devenir un auteur, un écrivain. Certes, le mot autrice, prononcé je cite toujours cette correspondante, certes, le mot autrice prononcé à la française est très laid, il rime avec motrice. En revanche, écrivaine serait aussi harmonieux que Marjolaine. Oh, cela rime avec veine, ça n'est pas beaucoup mieux. Verveine, alors pourquoi pas? Fin de citation. Donc je suis contre écrivaine. Je vois que la revendication féminine d'un vocabulaire marqué à ses armes, qui ne s'accommode pas du masculin genre non marqué, reste assez présente malgré les remontrances du secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il est vrai que nos voisins, ou plutôt nos voisines, ont plus de confort que nous pour fabriquer automatiquement des féminins. En effet, Autor, Autorin, Schriftsteller, Schriftstellerin, c'est simple. En France, auditeur, auditrice, auteur, mais non autrice. C'est beaucoup plus compliqué. Chaque cas doit être examiné en soi et pour soi. Le petit Robert cite de Jean-Jacques l'expression des femmes auteurs, et puis elle est auteur, et ajoute la remarque, il existe un féminin autrice, mais ne fournit aucun exemple à son emploi. Parmi ceux qui nous écoutent, y a-t-il quelqu'un qui l'ait rencontré, ce mot, ce féminin autrice ? J'en doute. La fonction d'auteur ou d'écrivain, nous expliquait jadis un maître du langage, qui fut un de mes maîtres, a toujours été conçue en France
comme essentiellement masculine. Mais naturellement, un tel propos soulevait un tollé, car dès le XIIe siècle, il y eut Marie de France et son lait du chèvrefeuille. Et puis, au grand siècle, Mesdames de Lafayette et de Sévigné, cette dernière ne croyant pas d'ailleurs faire œuvre d'écrivain. Plus tard, George Sand, qui aimait s'habiller en homme et fumer la pipe. Le nom masculin d'écrivain ou d'auteur ne devait pas la gêner. Et bien d'autres en notre siècle, comme Colette, d'abord pudiquement cachée derrière son mari Willy. Le féminin écrivaine n'existe pas, en principe, mais Colette, cependant, se disait écrivaine. Et aujourd'hui, Benoît de Groux en fait autant. Le dictionnaire définit écrivain par homme de plume, homme de lettres, et ajoute elle est écrivain. C'est l'exemple qu'il donne. Elle est écrivain. Il serait donc plus cohérent, plus logique de donner comme équivalent homme ou femme de lettres. Écrivaine est aussi harmonieux que Marjolaine. Brigitte Level ne semble pas être d'accord. Non, pas du tout. On peut craindre la rime assassine, évidemment, avec veine. Adjectif que le petit Robert, dans la langue littéraire, commente ainsi: dépourvu de valeur, de sens, creux, dérisoire, frivole, futile, insignifiant. Quel dédain! On ne peut ignorer non plus la revendication inverse, car s'il est vrai que certaines femmes réclament un titre qui soit propre par son genre à leur sexe, d'autres estiment que le féminin existant de plusieurs titres ou fonctions a pris au cours des âges une coloration légèrement dépréciative ou réductrice. Et elles tiennent alors à bénéficier de la même appellation que leur père du sexe opposé. Poétesse, dit par exemple le petit Robert, femme poète. Remarque, poétesse est considérée comme péjoratif. On dira plutôt, cette femme est considérée comme un grand poète. Qu'en pensez-vous, Brigitte Level ? Je suis d'accord. Voulez-vous qu'on dise cela de vous, ou préférez-vous, c'est une poétesse d'un grand talent ? Non. Et Colette, qui revendique pour elle le titre d'écrivaine, juge, je cite Colette, Madame de Noailles était donc un grand poète. Oui. Et, oui, elle demande qu'on l'appelle écrivaine, elle dit elle-même que Madame de Noailles était un grand poète. Bref, l'usage du mot n'est pas seul en cause. Il y a les variations, les caprices de l'amour-propre féminin, exigeant une égalité des sexes manifestée tantôt dans un vocabulaire commun avec les hommes, tantôt dans un vocabulaire qui lui appartienne en propre. Si l'on voulait résumer ces controverses d'une façon tant soit peu critique, on pourrait prêter à une femme auteure de poèmes le langage suivant. Le terme écrivaine n'est pas dans l'usage, c'est une lacune, c'est une injustice même. Je suis écrivaine. Quant au terme poétesse, il est dans le dictionnaire, mais il a perdu son lustre. Il s'est démonétisé, je n'en veux pas, je suis poète. L'égalité et l'originalité ne font pas toujours bon ménage. De la même auditrice, je lis que tous les gens sensés, c'est une autre question, souhaitent, mais c'est la même lettre, souhaitent que le mot pédomane remplace l'absurde pédophile. Inversement, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux dire musicophile au lieu de mélomane? Oui, les éléments grecs man et phile semblent parfois mal répartis. Le premier, du grec mania, folie, s'applique bien à tout ce qui est inquiétant, menaçant. Excessif, surtout. Mythomane, nymphomane, pyromane, toxicomane, etc.
et l'on peut être surpris de le retrouver associé à une passion aussi douce et bénéfique que celle du chant. N'est-ce pas, puisque le grec mélos signifie chant, et de la musique, dans le substantif mélomane. Quant à philos, ami, c'est un terme qui évoque en composition un penchant, une affinité, un lien bienfaisant, comme dans bibliophile ou dans colombophile. Ce dernier mot alliant d'ailleurs, comme c'est assez fréquent, le grec au latin. Or, pédophile désigne un pervers qui serait mieux nommé en effet pédomane pour le renvoyer du côté de l'ombre. Notre correspondante écrit très justement: à côté des pyromanes, mégalomanes et autres monomanes, le malheureux auteur de musique, le mélomane, se trouve en fort mauvaise compagnie. Bien. Il faudrait revenir sur l'usage, et ce n'est pas tâche aisée. Un auteur ayant acquis de la notoriété dans une branche peut toutefois s'y essayer en expliquant les raisons de son désaveu. Notre auditrice observe d'autre part à ce sujet que la langue française a beaucoup recours aux savantes racines grecques pour former des mots et qu'il faut expliquer à un enfant chez nous ce qu'est un philatéliste, un pédiatre, attention à écrire sans accent circonflexe, pédiatre, ou un misogyne, tandis qu'une langue agglutinante comme l'allemand ne sort pas du domaine populaire en fabriquant naturellement des mots comme Briefmarkensammler, collectionneur de timbres-poste philatéliste, Kinderarzt, médecin d'enfants, pédiatre, et Frauenfeind, ennemi des femmes, misogyne, qui se comprennent spontanément, hors de toute érudition. C'est une facilité pédagogique à coup sûr, mais qui renoncerait de gaieté de cœur à ces admirables racines grecques qui alimentent tout notre vocabulaire savant? La richesse du français vient de ce qu'il joue sur plusieurs tableaux en adoptant plusieurs gammes. Enfin, toujours dans l'abondant chapitre des complications du français, la même correspondante me parle de l'accent circonflexe qui déroute parfois les étrangers. Le petit chapeau malicieux a en effet des sautes d'humeur, et les enfants du latin fama, renommés, par exemple, le porte ou ne le porte pas, c'est selon. Fameux, vous ne l'avez pas, même si. Mais si au rebours vous devenez infâme, vous devez le mettre. J'ai déjà abordé plusieurs fois ce sujet et ne le reprendrai pas aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un livre... Un livre remarquable de Bernard Cerchilini, L'accent du souvenir, aux éditions de Minuit. Pourquoi du souvenir ? Parce qu'il y a souvent l'accent circonflexe en souvenir d'une lettre disparue. Une consonne disparue, qui est souvent un S. Ce n'est pas toujours, mais c'est souvent. En jetant un coup d'œil sur de brefs articles d'un grand quotidien, je trouve des erreurs impardonnables, maintes fois signalées, mais dont les rédacteurs novices n'ont sans doute jamais entendu parler. L'article est écrit avec une certaine pétulance et une constante recherche des faits. Hélas, la qualité de la langue souffre de graves ignorances. Je lis la phrase suivante. Réfugié en ces états seconds qui balaient les pudeurs et exacerbent les réticences, un des jeunes enjoint sa camarade à pousser plus avant l'intimité de leur relation. Enjoint sa camarade à pousser plus avant l'intimité de leur relation. Je n'insiste pas sur l'expression « exacerbe les réticences » qui, dans ce contexte, ne signifie pas grand-chose, pour rappeler que le verbe « enjoindre » est très souvent, comme il l'est ici, mal construit. On n'enjoint pas quelqu'un à faire quelque chose. On enjoint à quelqu'un de faire quelque chose. Enjoindre se construit comme intimer l'ordre ou prescrire, ordonner. Un peu plus loin, toujours dans le même style exubérant, la journaliste poursuit, je cite, «
L'initiative diplomatique échoue. C'est une allusion au deuxième garçon qui cherche à s'interposer. L'ambiance est incandescente et chacun se prend mutuellement à partie. Une ambiance incandescente, diable, l'image est risquée. Chacun se prend mutuellement à partie n'est pas des plus heureux non plus. C'est un charabia incroyable. Où avez-vous trouvé cela ? Dans un grand quotidien du matin. Eh bien, bravo pour le correcteur. Et j'allais dire, bien entendu, la phrase s'achève sur la confusion habituelle entre parti I et parti IE, prendre à partie. Le mot étant écrit sans E final. Il ne s'agit pas, dans l'expression très courante, prendre à partie du parti adverse, mais de la partie adverse, dans le sens judiciaire du terme, quand on parle des partis en présence ou de la partie civile. Prendre quelqu'un à partie, c'est, d'après le Robert, lui imputer le mal qui est arrivé et, par extension, l'attaquer, s'en prendre à lui comme au responsable d'un tort qu'on a subi. Donc, au beau milieu d'un style ambitieux ou faussement enjoué, des fautes grossières qui démentent les prétentions de l'auteur. N'oublions pas que Du Bellay, lui, était le porte-parole de la Pléiade, c'est-à-dire d'un groupe de poètes étoiles, qui voulaient vraiment illustrer la langue française en l'enrichissant de mots nouveaux et d'œuvres poétiques pour lui permettre de rivaliser avec la langue des érudits de l'époque, le latin, et avec la langue étrangère à la mode, l'italien. Leur but était d'illustrer le français, parce que le français de ce temps était réputé encore humble et pauvre. Les conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la langue française a été illustrée par tant d'œuvres étincelantes, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, que la question n'est plus de lui offrir ce lustre qu'elle possède depuis des siècles, mais de la protéger contre l'ignorance, la vulgarité, le mélange qui aboutit à tous les sabires. Le dernier bulletin suisse débute d'ailleurs par une réflexion que j'approuve entièrement. Voici cette réflexion. Ce n'est pas une autre langue de culture qui supplante le français, mais le langage des affaires. Le pragmatisme et l'utilitarisme détruisent notre langue. Les Suisses ont à cet égard un excellent poste d'observation dans un pays trilingue et un grand centre international d'affaires financières, comme Genève ou comme Zurich, où l'anglo-américain survole les idiomes historiques des cantons. Ces journalistes romans sont donc très sensibles aux anglicismes et aussi au germanisme dont ils veulent débarrasser leur langue, et beaucoup d'entre eux reprochent à leurs collègues français un manque de vigilance à cet égard. On retrouve ici le pays où l'on envoyait traditionnellement de jeunes anglophones ou germanophones pour faire leur apprentissage du français. Ces Helvètes présentent dans leurs bulletins beaucoup de remarques et de conseils pour aider à la rigueur de l'expression. Voici, emprunté au dernier numéro, quelques observations sur ce point. Prenons par exemple le substantif chasse. Lorsqu'il a pour complément un nom d'animal, précédé de la préposition « à », ce complément indique tantôt la bête qu'on chasse, tantôt celle qu'on emploie pour chasser. La chasse au cerf, la chasse au loup, la chasse au sanglier, ce sont les cibles. Le complément indique la proie recherchée. La chasse au faucon, la chasse au chien courant, le complément indique au contraire l'instrument dont on se sert le chasseur, et qui est ici un autre animal dressé pour cet exercice, le faucon ou le chien courant. Le conseil est donc, pour éviter tout équivoque, de dire chasse de pour le gibier, chasse à pour tout ce qui est instrument, que ce soit une arme, un piège ou un animal. Chasse du renard, chasse de la bécasse, chasse du chamois, mais chasse à la carabine, chasse au collet, chasse au furet.
Entre la rigueur de la règle et l'usage, il faut choisir. Et il est malaisé de trancher contre l'usage. Le Robert, comme tout dictionnaire, a une tendance naturelle à le faire, choisit l'usage et donne, chasse au gibier d'eau et chasse au canard. Comme d'ailleurs chasse aux papillons. Bien sûr, on n'ira pas dire la chasse du papillon. Ah, de toute façon, c'est au pluriel. La chasse au canard est au singulier et la chasse aux papillons est au pluriel. La chasse des papillons. On imagine qu'on prend plusieurs papillons, tandis que le canard, la prise ne peut être d'une seule pièce. Un second exemple concerne le verbe jouer en parlant d'un instrument. Quand les doigts de l'instrumentiste jouent sur l'instrument. Jouer du piano, du violon, de la clarinette, du cornet à piston ou des castagnettes. Les journalistes suisses notent qu'il existe toutefois, pour certains instruments, un verbe plus approprié, je cite, qu'on ne peut remplacer par jouer sans commettre une hérésie. Ainsi, on ne joue pas du cor, on sonne du cor. On sonne de la trompette ou du clairon. On ne joue pas du tambour, on bat du tambour ou des cymbales. On pince de la guitare ou de la harpe. Je suis d'accord pour dire qu'il vaut mieux dire sonner du cor ou du clairon qu'en jouer. Il se recommande en effet toujours d'employer un terme plus précis, moins banal, en puisant dans le trésor de la langue. Le bulletin de défense du français distingue par exemple légitimement le verbe pronominal s'occuper à ou être occupé à. Et le même verbe suit de la préposition de. S'occuper de ou être occupé de. Ça n'est pas du tout la même chose. Il s'occupe à son jardin. Il est occupé à faire ses préparatifs de voyage. Il est occupé à la rédaction de ses mémoires. Cela signifie qu'il y emploie son temps, qu'il consacre en ce moment son activité à ce travail. S'occuper de ou être occupé de, c'est penser assidûment à quelque chose ou à quelqu'un, le prendre en charge. Il s'occupe de son jardin, indique qu'il ne le laisse pas en friche, qu'il en a le souci. C'est pas la même chose que s'occuper à son... Il s'occupe à son jardin. Cette question des faux synonymes, très proches par leur aspect, m'incite à répondre à l'auteur qui m'a demandé, vous vous en souvenez peut-être, Brigitte Level, si démythifier et démystifier peuvent être mis l'un pour l'autre. Ah. Évidemment non. Démythifier un personnage, une doctrine, un exploit, etc., c'est leur ôter leur valeur trompeuse de mythe. Un exemple, je vous ai parlé récemment du mythe de Don Juan, dont je me suis occupé dans ses interprétations scéniques, de Tirso de Molina à Monterland, en passant par Molière, Mozart, Byron, Pouchkine, Lenau et beaucoup d'autres. Si l'on dépouille ce personnage de sa personnalité hors du commun, qui le pousse à défier Dieu et la religion en la personne du commandeur, le commandeur qui l'a tué, dont il invite la statue à dîner, à souper plutôt, pour en faire un vulgaire homme de plaisir, un simple libertin, on le démythifie. Et il y a dans la littérature plusieurs versions de ce genre, tandis que d'autres, sans nier sa soif de conquête féminine, son libertinage, en fait un véritable héros de la transgression, et approfondissent le mythe de Don Juan. Démystifier, ce verbe se situe à un étage beaucoup plus bas. Il signifie qu'il y a eu mystification, c'est-à-dire une banale tromperie, et que la personne qui a subi la tromperie est détrompée, ou que l'objet de la tromperie est dépouillé de son faux mystère. Mais c'est pas du tout la même chose. Non, absolument pas. Et ainsi, il y a toute une série de couples du même genre qui sont à l'origine d'incertitudes ou de confusion. On les appelle des paronymes. L'un des plus périlleux est constitué par acceptation et acception. Oui. Acceptation désigne le fait d'accepter,
Par exemple, l'acceptation des clauses d'un contrat. Acception est synonyme de sens, signification. Exemple, quand on dit dans toute l'acception du terme, c'est-à-dire dans son plein sens. L'origine est la même. Le verbe latin accipere, recevoir, accueillir, admettre. Acception a d'ailleurs été usité autrefois dans le sens d'acceptation. Le lien avec la signification actuelle de ce mot est facile à établir. On dit couramment qu'un terme est reçu ou admis dans tel sens. La confusion assez habituelle aujourd'hui consiste à dire acceptation au lieu d'acception, alors qu'il s'agit du sens particulier d'un mot. Eh bien, je pense, s'il ne reste qu'une minute, que nous allons remettre à plus tard, c'est-à-dire à l'émission prochaine peut-être, l'examen de quelques-uns de ces paronymes sur lesquels nous sommes souvent interrogés. En effet, en effet. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir. Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous souhaitez en découvrir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines.